avec la frachat chala. Quand on a la chala dans la main, on a opéré au prélèvement de la pâte, donc on a le morceau dans la main. Qu'est-ce qu'on fait avec ce morceau? Ah, les autres. Très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? On le brûle, on met dans voilà, il faudrait normalement, alors comme ça, selon la Torah, il faudrait normalement donner un Kohen. Pourquoi il faudrait donner un Kohen? Parce que c'est quoi la chala, on avait expliqué? C'est de prélever une partie de ta récolte pour pouvoir l'offrir au Kohen. Parce que le Kohen, il est occupé au Beth Amikdash, il est occupé à étudier la Torah, il est occupé à enseigner la Torah. Donc il n'a pas de parcelle de terre sur laquelle il peut travailler. Donc on te demande de donner la dîme. C'est quoi la dîme? Les 10% que tu donnes au Kohen. Donc il y a 12 tribus. D'accord? Chacun il a sa part de parcelle de terre. Non, mettez-le n'importe où. La place? Non, elle n'avait pas dit. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Cette parcelle de terre, il va pas, le Kohen et le Lévi n'en ont pas reçu. Tu sais, tu n'en as pas reçu, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que comme toi tu as étudié la Torah, alors il faut demander à tout le peuple, aux 11 autres tribus, de s'occuper de toi, de donner 10%. 10% ou 20%. Donc finalement, à la fin, ils ont reçu combien les Kohanim? Ils ont reçu combien en tout? 20%. Il y a 11 tribus, chacun donne 10%. 100%. Combien? C'est 12%. Non, ils ont reçu, pardon. 100%. Bah 10%. 110%, tout le truc, c'est-à-dire qu'ils ont reçu plus que tout le monde, du coup. Vous êtes d'accord? Chacun a donné 10%, il y a 12 tribus, 11 tribus finalement. Chacun a 10%, mais finalement, ils se retrouvent avec plus que tout le monde. À la fin, donc, ils ont fait ça pour qu'ils puissent étudier la Torah, parce que c'est eux qui enseignaient la Torah. Pour enseigner la Torah, pour enseigner la halakha, il faut avoir tout vu, il faut pas étudier 2 ans et enseigner la halakha. Ça va étudier 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Alors, ce que tu enseignes, c'est extérieur. C'est pas quelque chose de profond. La Torah te dit, et tu devras donner le Kohen, tu devras tout lui offrir. La bracha, une personne va avoir la bracha, elle est obligée de donner le maaser. Le maaser, aser, donne la dîme pour pouvoir bien t'enrichir. Comment tu t'enrichis? Le gros, il s'engage, il dit, je te demande de mettre à l'épreuve dans cette mitzvah, donne-moi le maaser. C'est combien de maaser? Ou 10% ou 20%. Pas moins que 10% et pas plus que 20%, à moins qu'il s'agisse d'une année dans laquelle il y a une véritable épidémie, il y a la sécheresse et qu'il n'y a plus de quoi manger. Dans ce cas, quand c'est plus quoi faire, on a le droit de donner plus de 20%. En aucun cas, plus de 50%. Donc c'est pas, tu vas être milliardaire, tu vas te marier avec un avraire, sadique, Talmid Racham, yeux bleus, milliardaire, comme on a tous dans les livres de Walt Disney. Eh bien, et sur son cheval blanc, parce que ça fait plus sympa que le cheval blanc. Et à ce moment-là, il va donner, en plus il est très généreux, tu as le droit de donner jusqu'à 50%. Plus que 50%, tu peux pas. Pourquoi? Parce qu'après tu risques pas de devenir indigente, tu risques pas de devenir quelque chose de demander, et tu peux pas donner à l'autre pour toi-même demander. Donner à l'autre et toi te mettre dans un danger, tu peux pas. D'accord? Comme si tu sais pas nager, tu vois une personne en train de se noyer, tu vas dire je vais la sauver, quoi qu'il arrive, Dieu va m'aider. Mais non, si tu sais pas nager, il ne va pas la sauver. Tu vas te mettre en danger de mort. Donc là, c'est la même chose. Tu ne vas pas aider avec plus que tes moyens toi-même, sinon tu risques de ne pas avoir toi-même à manger. Tu ne vas pas donner pour. C'est vrai qu'il faut être généreux, c'est vrai que la générosité n'a pas de limite, mais malgré tout, elle doit être tout de même parcimonie. Parcimonie. Il y en a 3 qui suivent, c'est bien. Bon, c'était 1, 2, 3, c'est bien. On va dire à Botaï, eh bien, donc à notre époque, comme on ne peut pas donner un Kohen, parce que pourquoi on ne peut pas donner un Kohen du coup? Parce qu'ils existent pas. Si, il existe. Il y avait 3 Kohen. Oui, mais c'est. Il y a pas d'amidage. Il y en a combien en tout, on a dit? 3. 3 Kohen. Ouais, mais ils sont pas tard et. Voilà, Chazak. On va voir, on est le Kohanim, et nous-mêmes d'ailleurs, on est tous tmemet, on est tous impurs de plus grand niveau d'impureté, ce qui signifie qu'on ne peut pas leur donner un aliment qui est totalement tahor. Il n'y a pas de doucha à notre époque, mais de tahor, on parle de tahara, touma et tahara, pureté et impureté. On ne peut pas leur donner cet aliment du fait qu'ils ne sont pas habilités à le consommer, parce qu'eux-mêmes sont impurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on devra le brûler. Comme on ne peut pas le donner au Kohen, on devra le brûler. D'accord? Comment on fait pour le brûler? Tout simplement, eh bien, on essaiera de réserver des ustensiles qui sont utilisés seulement pour cet usage. Bon, par exemple, tu veux prendre une broche en fer, ou tu veux prendre une fourchette, tu viens maintenant le griller sur le feu, sur la gazinière. Maintenant, si à chaque fois tu prends une nouvelle fourchette, qu'est-ce qui va se passer? Le goût, donc le goût il est interdit, parce qu'on ne peut pas le manger. Donc le goût, lors de la cuisson, il va s'absorber à l'intérieur de la fourchette. Donc après cette fourchette, tu viens manger après,
tes carottes avec, eh bien, le goût impur de la challah qui se trouve à l'intérieur de la fourchette va se C'est tiré par les cheveux un peu. Hein? Là, elle n'est pas impure. Tu sais tirer par les cheveux un peu. Non, non. Mais là, pour manger pas ça avec challah. Donc on a lavé notre fourchette. Non, mais c'est pas caché. Elle a reçu, à chaud. On l'a mis à chaud, on est d'accord. Donc elle a absorbé un goût impur. C'est comme si vous avez mangé maintenant avec cette fourchette, la vie, vous avez mangé du cheval. Pas vous êtes parti dans votre appartement de vacances et là-bas il y avait des couverts, on les utilise pas. Pourquoi? Parce que lui il a mangé un cheval avec, donc moi je peux pas le manger. Pourquoi? Parce que le goût à l'intérieur, avec la chaleur, il va se transmettre à mon prochain aliment, c'est toujours comme ça. Le goût interdit s'absorbe dans les parois de l'ustensile et lors de la seconde cuisson, bien, il va se transmettre au second aliment. Et donc, on n'a pas en aucun cas le droit d'utiliser un ustensile qui a absorbé un goût prohibé. C'est clair, ça c'est une halakha pshuta, on connaît tous. C'est halakha, ce qui signifie qu'on n'a pas le droit d'utiliser plusieurs ustensiles. On devra réserver des ustensiles spécifiquement pour brûler notre challah. Donc tu prends, je sais pas, une fourchette, tu mets un scotch au bout, tu écris réservé pour la challah, ou une fourchette, ou une fourche, ou un chipou, je sais pas, une marmite, n'importe quoi. D'accord? Quelqu'un m'a dit qu'est-ce qu'il fait? Il prend une boîte de conserve vide une fois que tu l'as fini, de thon, je ne sais pas, une fois qu'il a fini, il la garde, et quand le vendredi il fait sa challah, il le met à l'intérieur et il le fait brûler comme un bain-marine. En fait, il y a ni main. Il brûle vraiment entièrement? Non, il le met à l'intérieur. Mais ça arrive à brûler entièrement la challah? Non, il n'y a pas besoin de brûler, il y a juste besoin de la grille extérieurement. Le problème du papier aluminium, c'est quoi? C'est que vous mettez votre challah dedans. On va voir c'est quoi la mesure de la quantité du prélèvement, mais on va dire vous mettez la challah une boule comme ça, on va dire, vous la mettez à l'intérieur d'un papier aluminium. Qu'est-ce qui va se passer, t'as dit? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le temps que ça boule à l'intérieur, ça gonfle. Ouais, ça gonfle. Et donc le papier aluminium va se déchirer, ça va toucher la gazinière, et à cet endroit de la gazinière, on est tarif. On est d'accord? Parce qu'il a absorbé un goût impur. On est d'accord peut-être que c'est interdit le goût? Le goût de la challah, c'est comme si c'était bastar bechalav à cet endroit-là. Des rabananes quoi, bastar bechalav avec du poulet quoi. Quoi? On peut avoir des trucs de tournoi jusqu'à Pessah et après on répond l'autre. Mais à mon avis, si vous le laissez plus d'une semaine et demie, ça va devenir vert. Non. Au bout de 3 semaines, ça deviendra. Il va y avoir un arbre qui va commencer à grandir dessus. Au bout de 4 mois, il y aura un bonsaï. C'est pas un bonsaï? Non. Il va y avoir des mouches, des trucs, là, c'est pas possible. Vous mettez dans un paquet fermé de farine. Ah, faut le fermer. Vous mettez pas ça dans de l'humidité, évidemment. Vous mettez dans un endroit sèche. Et ça sèche et c'est tout. Alors, non, pas du tout. moi, ça m'a l'air d'être truc, mais si, on va dire, si vous l'avez déjà fait que ça marchait, c'est pourquoi pas. Le seul problème, c'est qu'il y a écrit dans la halakha, il y a écrit qu'on n'a pas le droit de garder à la maison. Non, ça sèche. Donc ça... Il y a écrit qu'on n'a pas le droit de garder à la maison un aliment qui n'est pas metoukan. C'est-à-dire, j'ai l'interdiction, de la même manière que dans ma maison, j'ai pas le droit d'élever un chien dangereux. Vous savez que j'ai pas le droit d'avoir un pitbull à la maison. Oui ou non? Oui. Dangereux un chien, tiens. Certains chiens, ouais, il ne faut même pas s'approcher. D'accord? J'ai pas le droit. À moins qu'il sorte avec une bougie. Mais sinon, j'ai pas le droit parce que tout d'un coup, il va s'exciter dans la rue, il va mordre quelqu'un, il peut le mettre en danger. J'ai pas le droit aussi d'avoir dans ma maison une échelle qui n'est pas qui est branlante, qui n'est pas stable. Parce que mon voisin il va venir la prendre. Moi, je sais que la 3e marche, elle est cassée. Mais mon fils, il oublie, enfin, c'est un enfant. Il va venir monsieur le voisin, monsieur Cohen, il va demander à mon fils si vous avez une. Il dit oui, bien sûr, mon père est prêt tout le temps, il va le passer. Il va oublier lui, le rappeler que la 3e marche est brique, il va monter, boum, il va se casser le nez. Tu n'as pas le droit de garder chez toi à la maison une échelle qui n'est pas stable. 3e cas de figure, bon, tout ce qui est. Oui, vous m'expliquez en fait? Oui. Quoi, tu comprends ça? Non, elle est forte, on a la hache, je crois. Un petit peu. C'est quoi, non, dire quelque chose de pas clair? Non, Non, c'est ça. C'était très bien. Top, alcool, panine. On a dit donc, tu n'as pas le droit de garder dans ta possession un élément qui suscite un certain danger. D'accord, c'est clair, oui, ça, c'est pas besoin de. Ça rentre dans ce guédard. Alors, on dit de la même manière qu'au niveau du danger physique, on n'a pas le droit. Il en est de même au niveau spirituel. Quand il y a quelque chose qui n'est pas métoukan, citoyen, il y a quelque chose qui n'est pas. Qui manque d'une réparation, alors tu n'as pas le droit de le garder. Par exemple, tu t'es trompé, tu as fait du pain perdu avec du lait dans la poêle de viande. On fait ça souvent avec les matzot, c'est après Pessah. Les mères sont toujours en train de dire comment je peux recycler mon truc de Pessah. D'accord, tu sais pas quoi faire avec des matzot, enfin je sais pas quoi faire avec des matzot. Il y a des filles qui aiment bien ça, mais je veux dire, pas tout le monde le mange. Donc il y en a, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de faire des matzot
c'est comme ça que c'est arrivé la ficomane. Parce qu'il faut rechercher la matzah perdue. Donc tu fais des matzahs perdus, tu les fais comme ça sur. Et alors, tu la fais dans une poêle de bassa. Donc maintenant, cette poêle est obligée d'être cachérisée. Non, toi, tu ne sais pas très bien cachériser. Ou tu attends que ton mari le fasse. En général, quand tu demandes à ton mari de faire quelque chose, en général, il faut t'armer de patience. D'accord, ça prend minimum 1 an. C'est quoi à ce moment-là? Quand sa mère lui demandera, mon fils, viens me cachériser le truc, il n'y a que toi qui sais faire. Parce que tu es la cape par là de mes yeux, tu es le meilleur fils du monde, tu es le truc, c'est ta femme qui t'a pris, tu es la mère qui est sur. Les belles mamans juives, elles sont très fortes dans ça. Donc elle va le remplir de bénédictions. Il dit, ok maman, il va se sentir pris par Superman avec les ailes, il va se sentir comme ça, insufflé d'un esprit de réussite, et il dit, c'est bon, je vais réussir à le faire, parce que ma mère croit en moi. À ce moment-là, la fille de sa femme, elle dit, attends, je comprends pas, ça fait un an que je te demande, prends-la. À ce moment-là, il va la cachériser. Mais en attendant, pendant 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Ton fils, il est venu, il a vu une poêle au-dessus du frigidaire, il s'est dit, c'est bizarre, pourquoi il ne s'est pas posé la question? Et il a commencé à faire des œufs. Donc il a réutilisé finalement, fait une mauvaise utilisation de cet ustensile qui devait être cachérisé. Donc il y a écrit dans la règle, tu n'as pas le droit de garder quelque chose comme ça chez toi à la maison. Pourquoi? Parce que finalement, c'est un danger spirituel. Hein? Tu vas, ouais, si tu sais cachériser, fais-le. Mais je lui dis, des fois, on ne sait pas. Des fois, on dit, bon, quand j'aurai du temps. Des fois, je ne connais pas tes des fois, il faut que je révise. Et des fois, quand on met des choses au-dessus du frigo, c'est comme des fois, tu as un bureau avec des dossiers. Des fois, tu as des dossiers, ils sont pesants. Tu les mets tout en dessous de la pile. Vous connaissez ça ou pas? Bon, alors vous allez voir quand vous travaillerez en tant que. Dans des bureaux, des fois, tu as des trucs, tu n'as pas envie de t'occuper. Donc, tu caches. Ah, on te dit, dans la halakha, si tu gardes quelque chose chez toi à la maison, si tu sais t'en occuper, tu sais cacher feu-le, il n'y a pas de problème. Mais si tu repousses, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À long terme, ça risque de susciter un danger spirituel. Les gens, ils vont se tromper. Il y a beaucoup de personnes à la maison, ils vont mal l'utiliser, et finalement, tu vas l'utiliser sans cachérisation. Donc, c'est un problème de halakha. On n'a pas le droit, ça s'appelle d'avar chez nous Toukan. Il y a écrit qu'une personne n'a pas le droit de garder dans sa maison quelque chose qui n'a pas été réparé. C'est la même chose pour Trouma Thomas Asrot, tu as des fruits, et il y a de la route en Israël, quand tu achètes des fruits, tu dois prélever une partie de la pâte, des fruits de la récolte. D'accord, Trouma Thomas Asrot. Mais non, toi, tu ne sais pas faire ça, tu gardes à la maison en attendant les gens, ils vont venir, ils vont manger. Ou bien tu arrives au séminaire, tu as acheté au marché un truc sans Ashgara, donc ils n'ont pas fait Trouma Thomas Asrot, et tu laisses maintenant en plein sur le marbre de la cuisine. Maintenant tes copines elles vont venir au soir et dire, oh, il y a des très belles mangues, je vais les manger. À cause de toi, les anges se sont trompés. Et donc tu n'as pas le droit de garder quelque chose en ta possession qui n'est pas Metoukan. Assour les kayem d'avar chez no Metoukan. Tu n'as pas le droit de préserver, de garder dans ta possession quelque chose qui n'est pas parfaitement, qui ne répond pas aux critères d'Acha. Donc de la même manière qu'au niveau physique, au niveau de danger, tu n'as pas le droit de garder quelque chose à la maison, parce que finalement, tu risques à un moment d'oublier de mettre la méjulière, tu risques de mal le préserver. Et bien, de même, au niveau spirituel, tu n'as pas le droit de garder quelque chose qui ne répond pas aux critères de la halakha. Donc selon ça, Bathsheba, oui. Selon ça, vous avez chez vous à la maison, c'est pas. Maintenant, vous savez, vous l'avez mis dans un petit truc comme ça de côté, de manière à pouvoir trouver les conditions optimales pour pouvoir le brûler, on va dire une fois par an ou une fois tous les 3 mois. En attendant, votre petit frère il va arriver, il va dire, il y a des petits boules ici, je peux les mettre sur le feu, je peux les manger. Même si vous allez dire, ouais, c'est pas bon, c'est sec, vous avez raison, c'est loin de l'habitude, mais ça peut arriver. Quand il y a quelque chose à la maison comme ça. Hein? Même si c'est caché. Non, alors si vous l'avez bien, si vous avez pris soin de bien le préserver, de le garder, de bien le conserver, et qu'il n'y a pas de guichet avec le public, vous avez raison. Alors s'il n'y a que vous, si je sais pas, vous allez dans la cuisine, vous avez une armoire de la cuisine, qui est fermée avec les yakoum, par exemple, j'en ai un cas extrême. Alors c'est là, dans ce cas-là, vous avez raison. Mais en général, il ne faut pas garder quelque chose dans sa maison qui n'est pas un métucal. Donc en général, on demande de brûler tout de suite. Et on va voir d'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure, que des fois quand il y a des erreurs, après les gens ils le reprennent, ils le mangent, ils le remettent dans la pâte. Alors après ça fait des gros problèmes. Voilà. On va voir comment trouver des solutions. En tout cas, donc on a dit, il faudra le brûler. Comment il faut le brûler? Il faut réserver les ustensiles à cet usage spécifique. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le goût qui se dégage de la chala, il est interdit. C'est du bois sourd qui se dégage de la chala. Et donc, ici, maintenant tu utilises n'importe quel ustensile, ben, tu vas le rendre tarif, il va falloir le cachériser. C'est la... Quoi? Cet ustensile aussi sera la Cet ustensile aussi, ouais, mais au moins vous l'avez réservé, vous avez écrit dessus chala. C'est pas grave. Comme ceux qui utilisent, vous avez des ustensiles pour griller le foie. Ouais. Aux Ashkenazim, il faut avoir des ustensiles spécifiques pour ça. Pourquoi? Parce que le goût du foie, c'est que du sang, donc c'est interdit.
Et donc, il faut réserver des ustensiles. Bah, si tu écris dessus cavette, foie, truc, tu écris. Clairement, il n'y a pas d'interdiction. Toute l'interdiction, c'est de laisser quelque chose qui risque de susciter un danger. Les gens ils risquent de se tromper, d'éveiller un doute envers les gens, et donc ils risquent de mal l'utiliser. Donc, on a dit. Ça devient pas caché l'endroit où. Ouais, l'endroit qui va absorber le goût de la challah, il devient pas caché, il faut le cachériser. Est-ce que c'est tamé? C'est pas tamé, c'est pas caché. Hein. Touma Betara Otaï, c'est des notions de pureté. C'est émor, comme on l'a dit hier, émor va Martha. Comme c'est très compliqué, donc on ne comprend pas dans ça. Par contre, taref et cachère et taref, c'est ça les notions que nous on tient dans la cache-route. C'est cachère et taref. Là, le goût qui se dégage de la challah, il n'est pas cachère, parce qu'il a reçu l'impureté, donc il n'est pas cachère, ce goût-là. Et donc, l'endroit dans lequel il va cuire, il va être interdit. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le four, et dans le fond du four, ils réservent là-bas un endroit spécifique. En général, on ne dépose pas des marmites, ou des plats, ou même du pain dans le fond du four. Là-bas, c'est sale, ça va griller. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils savent qu'ils ne mettent jamais un plat dessus directement, ils déposent la challah dans le coin du four, par exemple, là-bas, tant que c'est sur le bas, d'accord? Tant que tu ne déposes pas d'autres aliments dessus, c'est bon, il n'y a pas de problème. Par contre, comme vous avez dit précédemment, vous avez raison, eh bien, il est préférable d'enrouler dans le papier aluminium, juste de s'assurer que ça ne va pas gonfler, que ça ne va pas bien continuer lors de la cuisson à prendre du volume. Ça va déchirer, ouais, parce que si ça déchire le papier aluminium et que ça touche maintenant la tôle, ça touche maintenant la barquette en aluminium sur laquelle vous l'avez posée, ça la rend pas cachère. C'est pour ça qu'il faudra ou bien mettre un papier aluminium épais, ou bien une grosse quantité, ou bien un double. Si on met un double, c'est bon, pas de problème. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? On a dit, si maintenant, par inadvertance, tu as déposé cette challah, tu l'as déposée sur une plaque du four. Qu'est-ce que tu fais avec cette plaque du four? Je l'ai dit tout à l'heure. Naomi, qu'est-ce qu'on fait avec cette plaque du four? Naomi, on fait quoi avec la plaque du four? Vous avez déposé par inadvertance un morceau de challah sur la plaque. Qu'est-ce qui se passe avec cette plaque? Elle est Ça dépend si c'est chaud. Non, dans le four. Elle est dans le four. Elle est pas cachée. Donc il faut la cachériser. D'accord? Comment on la cachérise? On attend 24 heures. Comme ça on dénature le goût. Vous vous rappelez, on avait appris ça à la fois, on fait ça? Ça s'appelle le ten ta'am livgam natlap en Rachetévot, en abréviation. Le ten ta'am livgam nen nun tet lamed p. Le ten ta'am livgam. D'accord? Donc ce goût, après 24 heures, il va se dénaturer. Et alors, on pourra cachériser cette plaque très facilement en la mettant dans le four à température maximale pendant une demi-heure. Juste une question. Oui. Quand on est d'accord, quand on fait la prélévation. Prélèvement, ouais. Le prélèvement, pardon. Une fois que j'ai pris, je vais pas mettre direct dans le truc, une fois je pose, je fais mes chalotes, et après je récupère, je mets dans le truc et je m'occupe de ça. Ouais, ça c'est bon. Alors, une fois que j'ai posé, c'est tout ce Vous que je l'avez posé touche où? avec. Vous l'avez posé où? Je sais pas, au bord du plan de travail. Ouais, c'est bon. Tant que c'est à froid, il n'y a pas de transmission de goût. Ah, Tout mais à fait. dans tous les cas, c'est à froid, même si je le pose sur une plaque de four. Non, la plaque de four, quand vous mettez dedans, il faut la brûler. Ah, Là, qu'est-ce qu'ils font? je Ils mettent leur plaque de moi, four. Si j'ai posé. Ah non, tant que c'est à froid. Ah, d'accord. Non. Toute l'interaction, c'est qu'il y a une transmission de goût. La transmission de goût, Mais c'est si qu'il on faut à mange, chaud. ça fait quoi? Si on la mange, vous allez avoir des cornes. Non, vraiment, Non, c'est pas Je connais quelqu'un, il est comme ça. J'ai déjà mangé et ça a rien fait, mais c'est pas Bien sûr. Je vous promets. Peut-être c'est à cause de ça que vous avez grandi aussi. Mais non, c'est avant que j'en dise. Mais... Ah, avant que j'en dise? Oui, C'était récemment. j'ai trouvé ça. Non, c'est interdit de. C'est récemment, c'est normal, c'est même pas. C'est interdit Comme de tu consommer, on a fait un péché, c'est-à-dire Ah, j'ai fait un péché, quoi. Ouais, vous savoir Comment je pardonne, genre? Tu vois, il faut jeter par la fenêtre, Ok, c'est bon. mais de cet étage. Ah, ça va, c'est bon. Ouais, c'est un petit péché. Non, mais c'est inavérable, mais non, c'est pas d'autre, si vous le saviez pas. Je savais pas du tout. Hein. Ouais, en tout cas, donc on a dit que si ça a été déposé à chaud, vous avez raison, si ça a été déposé à chaud sur un endroit, il faudra, eh bien, le cachériser. Concrètement, on a dit donc, il faut le brûler le plus rapidement possible pour éviter toute erreur, tout écueil, et l'entourer de papier aluminium. On le dépose en général sur la gazinière. On le met sur le feu, quand il y a le feu. Une fois qu'on l'a entouré de gaz, eh bien, il n'y a pas de problème. Tu vas dire, oui, mais attends, si c'est interdit, alors le goût, il peut se transmettre. On te dit non. Pourquoi? Parce que comme c'est un aliment qui est sec, et qu'il est dans
il est dans un papier aluminium. Le papier aluminium, on considère comme étant un ustensile. C'est comme un ustensile, c'est un ustensile fin, c'est quand même un ustensile. Il n'a pas de forme, mais il empêche eh bien l'aliment de se dispenser, de se répandre. Et donc, on te dit, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu le mets dans un papier aluminium et tu le mettras sur le gaz. Si c'est impossible, si des fois, comme vous avez dit, des fois il faut tellement de conditions, une fois que j'ai fini, parce qu'on a dit, tu peux pas mettre pendant ton four, pendant que tu fais tes plaques de pain, tu peux pas mettre à ce moment-là la challah, parce que la challah, on a dit qu'elle n'est pas kshera. Donc c'est ou avant la cuisson du four, ou après la cuisson du four. Mais des fois, tu as tellement de choses à faire dans la cuisine. C'est quoi, si tu as peur qu'il y ait une erreur, ou si tu as peur de la manger, alors c'est ce que tu as qu'à faire. Tu le prends, cette challah, tu mets dans 2 sacs plastiques et ça marche. Tu l'entoures de 2 sacs plastiques et tu la jettes dans la poubelle sans l'avoir brûlée. Le brûler, c'est juste une manière de s'assurer que personne ne va la manger. Mais je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui va dans la poubelle et qui mange les aliments là-bas? À part un chat, d'accord? Ou à Gaza, les petits Gazaouis. En général, c'est pas quelque chose de courant. Et donc, le jeter à la poubelle, ce sera tout aussi bien. Donc nous, on a l'habitude de le brûler. Pourquoi? Comme ça, on s'assure qu'il est en forme de consommation. Mais si tu prends dans un double sac plastique, c'est bon. Comment tu fais double sac plastique? Est-ce que tu as besoin de prendre un sac plus un deuxième sac? Attends, les sacs, les sacs, ça commence à devenir cher, ça coûte cher. Diagourate le sac, les gens, des fois, je les vois, ils ont plein de trucs dans les mains pour éviter de payer des diagourates. C'est-à-dire que les gens, ils sont près de leur sercette. D'accord? Et donc, à Botaï, il y a une solution technique. Au lieu de prendre 2 sacs, on prend un sac. Je vais vous faire un exemple. On prend un sac. On prend un sac, on met la challah dedans. D'accord? Donc j'ai mis la challah dedans et je l'ai fermé. Ouais, je l'ai fermé. Donc je sais pas dire, on s'y fait de redondance. Je l'ai fermé. Une fois que tu l'as fermé, donc ça arrive comme ça à peu près. Et ben tu fais comme ça. Et on double. Et on le double. Et les doubles. Là, ça considère qu'on attend un double sac. C'est clair? C'est la même chose quand on est en Israël pendant la Shemitah. D'accord, il y a plein d'halachot très, que vous ne connaissez pas du tout parce que vous venez de France. C'est assez complexe et c'est des trucs. Ben voilà, au lieu de prendre 2 sacs à chaque fois, tu fais ça. Donc un, tu fermes et après tu le enfermes sur soi-même. Tu l'enfermes sur soi-même, c'est considéré comme étant un double sac. C'est clair, vous taille? Oui. Est-ce que c'est un problème si on brûle la fragile challah seulement après avoir mangé tous les trucs? Les autres, enfin le pain qu'on a fait? Ouais, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il faut, avant de pouvoir le consommer, vous vous rappelez au début, en introduction, j'avais dit quoi? Pourquoi c'est tellement grave celui qui donne pas la challah? Il y a écrit celui qui donne pas la challah, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Ouais. La kecha babehala. Quand il dit je vais vous frapper par là. Famine. Folie, la folie. Behala, la morale dit al-tikre behala et la bechala. Je vais te frapper à cause d'interdiction de challah. On dit quoi? C'est pas challah, c'est rien. C'est une mitzvah. Mais c'est si grave que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la Torah est tellement marquera? Mais c'est pourquoi tellement marquera? Parce que c'est un manque. Si tu prélèves pas la challah, c'est une preuve d'un manque de volonté. Pourquoi? Parce que ça montre que tu t'en fiches. Je te dis, écoute, d'Oraïta, tu as tout ta truc, et tu prélèves 1 gramme. D'accord, tu as une pâte de 10 kilos, tu prélèves 1 gramme, d'Oraïta, tu as accompli la misa. La misa, tu l'as faite parfaitement. Les Chachamim, après, vont rajouter des mesures, mais selon la Torah, tu prélèves, non, tu le fais pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu n'as pas de volonté, tu n'as pas envie de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si tu montres que tu n'as pas envie de faire, des fois, tu as une occasion de faire la misa, tu dis non, ça me saoule. Par contre, tu n'as pas la force. Hier, on a parlé du aïe et du down. Des fois on est haut, des fois on a la volonté, des fois on n'est pas bien. Si quand tu n'es pas bien, tu n'as pas envie, ça passe. Mais si maintenant on est récurrente, dès qu'on te propose de faire quelque chose de touchable, c'est bon. C'est le patrisant du moindre effort. Ah, t'as pas envie, tu dis c'est bon, c'est pas pour moi, j'ai pas envie, laisse-moi tranquille. C'est que le ça montre que quoi qu'en fait, c'est des chamas. Si elle n'a pas soif de Rouhaniout, c'est qu'elle a soif d'autre chose. Donc tu dois travailler sur toi, tu ne recherches pas quelque chose. Si tu ne recherches pas la Rouhaniout, c'est que tu dois combler. On a dit qu'il y a un manque à combler en la personne. C'est soit tu combles de Rouhaniout, tu vas avoir une satisfaction, tu vas te sentir bien, tu vas avoir des forces, tu vas dire je l'appelle, je veux. Soit Chas Shalom, ce manque, tu vas le remplir par autre chose. Le problème, c'est comment tu le remplis par autre chose, après tu as des remords, tu ne faut rien. Et après, pour combler ce manque affectif ou sentimental, ou moral, ou psychologique, ou encore te sentir à une satisfaction personnelle, tu viens le chercher maintenant, le combler par quoi? Par d'autres studios, d'autres bêtises, d'autres avéros, d'autres trucs, et de pire en pire. C'est pour ça qu'Avera, c'est exactement ça, c'est que tu viens combler un manque. Tu as un manque en toi que tu dois combler par quelque chose. Quand on a l'habitude de faire un crochet de travail, c'est pas chaque fois qu'on le fait, on fait je fais ce truc de fou.
C'est rare, Vous avez raison. c'est déjà une C'est habitude. deux On sait que Harizal, chaque fois qu'il faisait une mitzvah, chaque fois, il était heureux, il avait le sourire, on dirait qu'il avait gagné l'euro million. Chaque fois qu'il faisait une mitzvah. La force, c'est de se rendre compte du trou qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, la grandeur d'un Oved Hashem, et ça, c'est peut-être plus dur pour nous. Quand on est Oved Hashem, on est religieux, fils de religieux, alors on a tout vu, on le connaît. Quand tu connais, c'est plus dur de te chauffer, de te vendre. Et quand tu as vu tout et n'importe quoi, et que je te montre que la Torah c'est vrai. Oh, c'est splendide. Mais c'est dur de faire ça, cet effet de surprise à une fille, à des filles comme vous, c'est dur. Pourquoi? Parce que vous êtes tout le temps de l'école. Donc quand je te dis, écoute, quand tu vas faire la Torah, tu vas avoir des malachim, tu vas dire, bah, écoute, ça fait 3000, j'ai dû faire 7263 de filas depuis que je suis petit, j'ai vu aucun malachim. On ne peut pas envoyer vous êtes d'accord ou pas? Je ne suis pas en train de dire que la France on peut les envoyer. Hein? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Vous exagérez. On est d'accord. C'est plus dur de donner le waouh, d'accord? Oui, mais on sait qu'on a un Sahara chaque fois. Voilà, on le sait, simplement. On a dit, mais je sais pas, chaque fois qu'on fait la fraîche à travers, qu'on est comme des fous. On n'a pas dit, ouais, tu te rends compte, ouais, Oui, c'est mais là. on sait qu'on fait une mission. Hein? On sait qu'on le sait, On on sait, sait mais est-ce que c'est là, c'est je- assez ma chaîne. Là, on a. C'est quoi, c'est bon? Mais c'est assez, je fais une mitzvah, je fais une mitzvah. Et est-ce que la question, On c'est sait est-ce qu'on qu'on fait trois a, chaînes. est-ce qu'on a une sensation, est-ce que ça nous procure une sensation de bienfait intérieur ou pas? Bah oui, on fait une mitzvah. Oui, on sait qu'on a bien Non. fait. Non. Il y a le savoir et il y a le sentir, c'est pas la même chose. On le sait toutes. Bon, pas cher. Ici, au Seigneur, tout le monde le sait. On le sent pas. Hein. Est-ce qu'on le sent ou pas? Non, j'ai pas vu une fois. Ah, le vrai? Bah, la vérité, moi, toute ma vie, c'est de travailler sur ça et je suis encore rendu compte de sentir que chaque fois que je fais une mitzvah, que je suis à Torah, chaque fois que je mets des films, que Akadosh Baruch Hu est vraiment très heureux, que je dois me l'espoir. Le Harizal, il a atteint son niveau de roi HaKodesh comme ça. Il a dit tout. Le roi HaKodesh qu'il a atteint, ça dépasse l'entendement humain. C'est que grâce à la simcha et l'investissement qu'il avait lorsqu'il faisait une mitzvah. C'est-à-dire que c'est un très grand travail. Mais si vous le sentez comme ça, je serais fan, je serais fan. Pas comme ça, mais je dis qu'on le sent, genre on sait, genre on le sent, on fait une mitzvah, mais on n'est pas. On le saute sait, pas je suis sur- d'accord qu'on le On sait, mais est-ce saute qu'on pas le chaque sent? fois en l'air quand on Ah, dit voilà, ça, c'est mais on ça. sent qu'on Quand on fait fait une pas mitzvah. souvent, on sent que On le Voilà, sent. quand on le fait moins, une chose qui est rare, on le sent plus. On est d'accord, quand il y a des bijoux, quand tu les sors une fois de temps en temps pour le mariage de Tata, Jacqueline, le truc, quand t'es parti spécialement à New York pour ça, je dis, ouais, c'est bon. Et quand tu les as tout le temps, c'est là, tu les envoies pour les tchèques, tu Oui, leur mais tu montres. sens que t'as le bijou, genre. Tu le sais, mais je sais pas que tu le Non, sens. tu le sens. Je suis pas sûr qu'on le sent. Parce qu'une personne, vous savez quoi, une personne qui a une nouvelle Breitling, une nouvelle Rolex, au début il est content, il a un truc, il y a un moment, il s'habitue. Il y a un moment, vous savez, moi j'ai compris que je veux passer à autre chose. Mais pourquoi il a besoin de changer sa Rolex? Elle est garantie à vie. Lui, ses enfants, petits-enfants, donc pourquoi il a besoin de Je changer? habitué à la relation. Ah ouais, tu dis, c'est bon, j'ai compris, c'est ça, je me suis habitué, j'ai besoin d'autre chose. L'être humain, c'est comme ça. C'est dur de ressentir tout le temps le feu. Le feu, tu te rends compte? Dès que tu l'as acheté ta Rolex, tu te rends compte, tu parles comme ça, qu'est-ce qu'il a pendant celui-là? Il veut te montrer quelque chose. Au bout d'un an, il est content, au bout de 3 ans, il la jette, il fait. Non, vous êtes d'accord ou pas? L'être humain, c'est comme ça, il faut se chauffer quotidiennement. C'est dur de se. Ça veut dire quoi, c'est dur? C'est notre but sur Terre, mais c'est un travail de toute une vie. Si vous le ressentez, moi, ça serait jamais. Parce que c'est un très très grand mal. En tout cas, ça a été. La ma'ala par lequel le Harizal il a atteint son niveau que par la simcha ou chaque fois qu'il dit mitzvah, il était en train de se rendre compte, je fais la tzad Hashem, Kadesh Tzad Hashem. Il se réjouissait, il s'emplissait de joie avant l'accomplissement de la mitzvah, pendant et après. En compte, toute ta vie t'es en simcha en fait. Parce qu'on essaie tout le temps de faire des mitzvahs. Avant de le faire, tu te rends compte, tu fais une mitzvah. Au moment où tu fais Baruch Hashem, tu vas donner la possibilité de le faire, je suis en train de le faire. Et après, tu remercies Hashem de t'avoir permis de combien d'années. Donc finalement, la vie est tout le temps de simcha. C'est un travail, si vous le sentez, vraiment, je serais fan. Il y a le savoir, on le sait toutes. Que ce qu'on fait, c'est éternel, c'est extraordinaire, le monde il tient sur ça, et voilà, la chaîne, on est la fierté de Dieu, on le sait. Mais est-ce qu'on le sent? Non. Si on le sentait, jamais on ferait d'avérote en fait. Si on le sentait, on ferait jamais d'avérote, on est d'accord ou pas? Aucune mauvaise pensée, aucune jalousie, aucune envie. Et du coup, mais on a le Tara aussi, ça aussi on sent. Le Tara, il est là, justement, La limite, le Tara, on sent plus. non, je vais expliquer ce que le Tara, il vient diminuer notre sentiment, nos sensations de la mitzvah. Il vient ça banaliser. De la même manière qu'il vient banaliser le mal, quand tu as internet et sur YouTube, tu vois tout et n'importe quoi, donc en fait, tu t'habitues un petit peu à ça. Le problème, c'est que à force de le voir, tu l'as vu une fois, quand quelqu'un va en Beth Amikdash et qu'il voit une femme, on lui a enlevé les cheveux, je veux tout lâcher. Il a vu ça, il doit faire tout de suite, tu vois, tout de suite, il doit aller maintenant être nazir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de mal, non, parce que tu l'as vu,
t'as vu une femme, quand elle a bu de l'alcool, qu'est-ce que ça pouvait faire? Alors ça peut t'effleurer, et toi, tu vas pouvoir goûter à ça un moment. Parce que tu l'as vu. Si je ne l'avais pas vu, tu n'aurais pas eu envie. Une personne ne désire que ce qu'elle voit. Si je l'ai vu, c'est que nécessairement ça me touche. Alors c'est soit je me laisse toucher, donc il y a une flèche qui est rentrée dans mon cœur, c'est du venin, à un moment ou à un autre ça va sortir, ou bien tout de suite je me pars, je mets un bouclier, tout de suite je travaille contre ça, contre l'effet, mais tu ne peux pas rester insensible. On est d'accord? Quand tu vois quelque chose de mal, c'est soit tu te travailles et c'est un tremplin, tu vas t'élever maintenant au-dessus du mal, soit tu vas être touché et tu vas être blessé, tu vas tomber. C'est pas possible de rester insensible au mal. Le Yetzirah, il veut nous rendre insensible au mal. De la manière qu'il nous rend insensible au mal, il nous rend sensible au bien aussi. Quand tu fais une mitzvah, tu dis ça va, combien tu t'as fait, regarde, depuis l'âge de 5 ans, tu fais des tfilotes, bon, tu as 18, tu en as fait, attends, ça va, c'est jamais rien passé. Tu n'as pas encore trouvé ton prince charmant comme tu l'avais imaginé dans les tfilotes, et que tu sois sadique, qu'il soit gentil, qu'il soit truc, et que tu n'as pas encore trouvé. Finalement, ta tfilote, elle n'a pas encore écouté. Et j'ai vu ma copine, c'est une grande sadiquette, elle a déjà 22 ans, elle n'a pas encore su. La preuve, c'est que ces tfilotes, elles ne sont pas écoutées. Et ça vient toujours diminuer l'influence et la manière dont on va, et de nos mitzvot, de notre filote, il vient le banaliser. Ben, tu vois, tu ne fais pas grand-chose finalement. Si on se rendait compte à Botaï, la bombe atomique qu'on crée à chaque fois qu'on fait une mitzvah, qu'on fait une fila, qu'on fait un télim, qu'on fait une bracha, on serait tout le temps en train de chanter, de danser, tout le temps en train de danser. Moi j'ai déjà vu des grands d'Araben, ils étaient en train de danser autour de la table quand ils ont compris un Tosfot, qui s'était cassé la tête, et ils étaient en train de danser. Mais je me suis dit, c'est un fou, non, on est fou, c'est là, on est fou, on est fou. D'étudier toute ta vie, 12 heures par jour, un livre que tu as déjà lu 150 fois, il faut être un fou. On a une suite folie, bon, après, c'est plutôt que chercher de l'argent et chercher, je vois les gens après quand ils sont malheureux. J'étais pendant une semaine jusqu'à 3h du matin, enfin j'étais au collège, et après, de 7h jusqu'à 3h du matin, j'étais au téléphone avec des gens. Quel problème, les gens, plus ils ont de l'argent, plus ils sont malheureux. Je suis sûr de moi. Plus ils ont de l'argent, plus ils sont malheureux. Parce que tu as besoin de combler quelque chose. Donc c'est soit tu cherches de l'argent, tu essaies de t'éprendre, et après tu te rends compte que c'était vide tout ça, soit tu cherches à remplir par autre chose. Bon, en tout cas, Otaï, on va faire la parenthèse. Et on commence. La question. Une vraie question ou une question? Si, c'était ma question tout à l'heure. Ah, pourquoi c'est grave de brûler le. Ah, voilà, ça c'est une vraie question. Bravo, pourquoi c'est grave? Parce que justement. Non, après avoir mangé les trucs. Parce qu'une fois j'ai fait ça, j'ai oublié de côté ma chala et le prélèvement et on a. Ah, d'accord, je vous donne la réponse. On va voir à quel moment il faut le brûler. D'accord, je vous donne la réponse, mais je vous la donne très, très bientôt. On a dit à Botaï, donc, il faudra le brûler. Quelle est la quantité? Maintenant, ce qu'on va voir maintenant, c'est la quantité du prélèvement. Combien tu dois prélever? D'accord? Quand tu fais la prélévation, combien tu dois? Combien tu dois brûler? Donc, on a dit, selon la halakha, on a dit même une quantité minime, ça suffit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as une pâte de 2 kg par exemple. Quand tu as 2 kg, et bien même si tu prélèves 10 grammes, c'est bon, ça marche. Pourquoi? Parce que, comme de toute façon tu vas le brûler, tu vas le jeter, on ne t'a pas demandé de prendre une grosse quantité. Quand est-ce que tu dois être généreuse? Quand tu vas faire profiter quelqu'un d'autre. Donc tu vas faire maintenant, tu vas donner le maaser. Alors, tu vas le donner à quelqu'un, il va en profiter, donne-lui une belle partie, 10%, 20%, donne-lui avec un sourire, écris-lui un mot, que Dieu te bénisse, tu puisses étudier la Torah, donne un avraire avec tout ton cœur. Ne fais pas la tête de Tcharbéab quand tu lui offres quelque chose, on est d'accord. Donc là, quand tu viens jeter la chose, tu n'as pas besoin d'être généreuse. Donc même une quantité minime, ça suffirait, tel est le béret de Minal chez les Soranim. Pour les Ashkenazim à Otaï, on a l'habitude de prélever kazaït. C'est combien kazaït? Le volume d'une olive, c'est-à-dire 27 grammes. Ça, c'est 54 grammes, c'est 2 livres. Hein? Peu importe la quantité de pâtes, même que ce non. soit 100 kg ou 1 kg. Ouais, la même chose. À partir du moment où tu as une pâte devant toi, à partir du moment où on dépasse un certain chiot, on va voir tout de suite combien, eh bien, tu dois prélever que ce soit 10 grammes ou 100 grammes, c'est la même chose. D'accord? Si on a dit donc 27 grammes pour les Ashkenazim, simplement ils te disent les Ashkenazim, si tu as l'intention de le brûler, donc comme dans notre cas, eh bien, on prélèvera jusqu'à 10 grammes, ça suffira. Donc en conclusion, en bouteille, nous, comme on le brûle, eh bien, on devra prélever 10 grammes. Ce qui signifie à bouteille que nous, on va dire, écoute, comme c'est une mitzvah, j'ai envie d'être plus généreuse. Donc tu as dit non, il n'y a pas besoin, parce que tu vas brûler. Et deuxièmement, le prélèvement de la chala, la frachat chala, c'est une mitzvah, c'est écrit dans la Torah, ou pas? On a vu le pasouk, qui t'avoue l'arrête. Ah, vous vous rappelez qu'on avait dit le pasouk? Qui t'avoue l'arrête, vous rappelez, vous l'avez écrit le pasouk ou pas? Oui. Qui t'avoue l'arrête. Eren Usham, Tochlou et Lechem Haaretz, Shafrishu et Trumatrem. Vous vous rappelez ou pas le pasouk, le tout pasouk, le tout premier? On a les
Ouais. Et Mereshit, Non, Non, on n'a pas écrit. on l'a pas écrit. Pourquoi on l'a pas écrit? Fais-nous maintenant. On n'a pas de cassif, c'est écrit. Tamar, donne-moi un fromage Bamidbar. Je vous ai pas dit parce que vous êtes sûr? C'est bizarre ce que j'ai. Hein? C'est Vous n'êtes pas sûr que de la Torah qui nous oblige de lever la challah? Vous êtes sûr? Et bon, de liste, mais pas C'est là. à l'époque, à l'époque. Bamidbar. Apparemment, c'est Là, le rouge, les rouges là. Les rouges à droite. Voilà. Bamidbar. C'est C'est ça. Non, c'est ça. Rabbi Rouge de Torah, matin. Là-haut, le gris. Razak, merci, monsieur Kedar. Donc on est en retard. Dans Bamidbar, écrivez-le, dans ce cas-là, je suis désolé, je crois que en général, je commence toujours par le décor. Le pasuk nous dit, donc dans Bamidbar, chapitre 15, paragraphe de 1 à 5. Daber Adonai el Moshe les morts, Daber el Beni Israël va martalen, qui tavo el eretz moshvotechem, asher ani noten lachem, ועשיתם אישה להשם, עולה או זבח לפני גדר מן דבר, ויקריא למקריא, la vieille, le dessert. Non, là, il t'a assez, c'est pas celui-là. Alors, tac, ah, c'est pour ça que je ne vais pas faire la pression. Et il t'a écrit, une seconde, c'est là, c'est dans le coin. Riago, il t'échem. On vous entend la situation. Non, l'obligation de prélever le khala. Voilà. C'est d'accord, c'est le même paragraphe. Donc, on a dit chapitre 15, verset 17. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באוכליכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני. ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה, כי תרומת גורם כן תרימו אותה, מראשית הריסותיכם, תיתנו להשם תרומה לדורותיכם. Ça, on l'a écrit. Donc, l'obligation de prélever la chala, finalement, c'est quoi comme obligation? C'est de la Torah, c'est clair ou pas? Alors, toutes les mitzvot dans votre et Atluyot Ba'aretz, toutes les mitzvot qui dépendent donc de la terre, à notre époque, le Rambam il écrit que c'est que des Rabbanan. Pourquoi? C'est que des Rabbanan. Parce que toutes les mitzvot qui dépendent de la terre, ça dépend de la Gdusha. Et là, on rentre effectivement dans les notions de Touma Vetahara et de Gdusha, de sainteté. Vous comprenez qu'à l'époque, il n'y a pas de Gdusha. C'est-à-dire, la Gdusha, c'est une notion qui dépendra du Beth Amikdash et de la vache rousse et ainsi de suite. On n'y est pas encore. Simplement, on te dit que toutes les mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, ça dépend de la Gdusha. Or, la terre d'Israël ne sera totalement sainte que quand Am Israël sera venu sur sa terre. Bon, on y est presque. Quoi? Simplement, la condition, nous dit le Rambam, c'est quoi? C'est pour que tu puisses accomplir la mitzvah de mitzvot Atluyot Ba'aretz Minatora, il faut pour cela une condition qui est que la majorité du Ham Israël se retrouve sur sa terre. Si la majorité du peuple juif se retrouve en Eretz Israël, à ce moment-là, toutes les mitzvot Atluyot Ba'aretz, toutes les mitzvot qui dépendent de la terre, deviendront d'ordre toraïque. Tant qu'il n'y a pas la majorité du Ham Israël sur les frontières d'Israël, ça reste d'ordre rabbinique. C'est clair? Donc, il y a combien de juifs dans le monde? 1 million. Combien? C'est quoi? 7 Dans millions. le monde, de juifs en tout. 8 millions, là. 6 millions, je crois. 1, 10, 7. En Eretz Israël, il y a 7,5 millions d'habitants, dont 1,5 million de Gremlins. Voilà. Donc, que 6 millions de juifs en Israël. Et dans le monde, on est 15 millions en tout. Donc, ça veut dire que. Non, en tout. En bleu. Donc, c'est-à-dire qu'il reste 9 millions en France. Donc, 5 millions aux États-Unis quand même. 6 millions. 5 millions et 6 millions. Et le troisième pays le plus de juifs, c'est où? Donc Israël, États-Unis. France. Troisième, c'est la France, avec 600 000. En France? À Paris, il y en a 300 000. Juste à Paris. Il y avait peut-être. Non, c'est ça. La Alia, c'est. En général, la Alia majoritaire, c'est États-Unis, c'est les plus enfants. Israël. En tout cas, non, c'est 1 million de monde. En tout cas, donc on est lié où? Donc si en Israël, on arrive à 7,5 millions ou plus, effectivement, à ce moment-là, toutes les mitzvot deviendront. D'accord, donc à ce moment-là, toutes les mitzvot Atluyot Ba'aretz. Vous avez compris, c'est quoi à mitzvot Atluyot Ba'aretz? Donc toutes les mitzvot qui dépendent de la terre. Donc c'est quoi? C'est la chala, Trumot U'Maasrot, les mitzvot de la Shvi'it, toutes ces mitzvot en bataille, même si c'est écrit dans la Torah, c'est pas de la Torah. Pourquoi?
Parce que la majorité du peuple juif n'est pas encore sur sa terre, donc il n'y a pas encore suffisamment de Gdusha sur la terre, et donc ça reste des Rabbanan. Toutes les mitzvot qu'on a de nos jours, alors on les considère pas comme étant Toutes les mitzvot qui dépendent de la terre. Mitzvot akluyot ba'aretz. Toutes les mitzvot qu'on fait sur la terre même. Donc travailler la terre, laisser prendre le maaser, laisser une partie du leket, de la shichecha quand tu viens prendre, quand tu viens prélever l'iktsor, comment dire, tu viens récolter la maison, tu dois laisser une partie, tu dois laisser les gerbes debout, il y a plein, tout ça, c'est que des rabbanan, parce que la majorité du Ham Israël n'est pas encore sur cette terre. Trumot Maasrot, le Shvit aussi, la semaine des Juifs. Encore 1 million de juifs, on y sera. Ça avance, hein. Il y a encore trucs qui ont coûté que 5 millions en Israël, on est 6 millions. Bon, quoi? C'est quand tu la majorité, mais il y a plein de juifs, je ne sais pas s'ils existent. Ouais, c'est raison, mais même sur les 15 millions, il y a beaucoup, beaucoup qui ne sont pas juifs. 1 ou 2 millions de juifs en plus qu'on ne connaît pas. Mais même si. Mais il y a l'inverse aussi. Il y a dans les 15 millions, il y a aussi beaucoup qui s'appellent Cohen et ils sont mariés avec une Goya et les enfants, c'est des Goïs. Vous savez ça. C'est pas des juifs, ils sont 3 juifs. Ou il y a les Russes. Ils sont venus 1 million là, il y a 20 ans, il y a une aléa de Russes dans 1 million de juifs en Israël. 80% c'est pas des juifs. Ils le reconnaissent, ils ne sont pas juifs. Ils sont venus pour avoir les aides de l'État, ils sont sortis là-bas la préhistorica, c'était des conditions là-bas, c'est vraiment le Moyen-Âge, fin fond de la Russie, c'est vraiment. Donc ils sont venus, ils en ont profité pour rien faire. Comme il n'y a pas de rabbanout là-bas, ils n'avaient pas le droit de faire des finales. Donc ils se disent on est juifs, c'est tout. On s'appuyait sur la parole. Mais en fait, 80% au moins ne sont pas juifs. Bon, en tout cas, en détail, on passe au nouveau sujet. Donc on a dit que tout ça finalement, c'était juste pour expliquer que, comme finalement, en conclusion, la mitzvah de Afrashat Chala ne relève que d'une obligation des rabbanan, d'ordre rabbinique. Donc, si on ne sait pas combien il faut prélever, 27 grammes, 10 grammes, ça suffit, comme c'est des rabbanan, donc tu peux te montrer beaucoup plus indulgent à prendre une petite quantité. Plus que ça, qu'est-ce qui se passe si maintenant tu es en route la arrête? Tu dois prélever la chala ou pas? Oui. À la base, non. Oui. Mais on le fait pour. Ouais. Bah attendez, est-ce que dans le Thermomix, il y a une option de prélever la chala tout seul? Tac, vous prend la plate et vous coupez en morceaux. Le Thermomix, ça te fait tout. Tout sauf. Après, d'accord, voilà, exactement. Comme le petit village d'Astérix qui continue à ne pas pour tempérer. Donc on a dit à Botaï, tu dois prélever la chala en Israël, d'accord. Est-ce qu'en plus l'arrêt tu dois prélever la chala ou pas? Oui, parce qu'on a même fait quoi. Ta mère le fait. Bravo, si votre frère le fait. Pour la raison Michel Bérard, Rimotonu, ça va faire la chaîne top. Comment s'appelle votre maman? Léa. Léa Bat. Non, Sarah. Sarah Bat. Non, Léa Bat. Léa Bat Sarah. Amen. מלכת ממלך הטבע ותהילתה וישמע בכל תפילתה תצליחם בכל מעשה ידה תראי נחת בכל יותר החלטה וכן יהי רצון לומר Amen. טוב, on a dit à Boutaï que quand tu prélèves la chala en Eretz Israël, c'est une mitzvah qui dépend de la terre. Mais en Chutz La'aretz, a priori, tu n'as pas besoin de faire la mitzvah, pourquoi? Est-ce qu'on a un ébat de touche? Est-ce qu'en Chutz La'aretz, quand tu manges une orange, tu prélèves le maaser ou pas? Pour moi, tu vas asseoir. Non. Alors pourquoi ça? Pourquoi ça oui? Si on rentre la mitzvah de la femme. C'est khatouf, c'est pas. On n'avait pas oublié. Pourquoi c'est de la femme? Et alors? Oui, alors? Alors c'est pas nos personnes. Finalement, Chutz La'aretz, ça devrait marcher? Bah oui. J'ai compris. Donc, mais la question, c'est si une mitzvah qui dépend de la terre et qu'on a Chutz La'aretz, ça ne va pas sur la terre. Oui, mais on fait pour pas oublier. Chazal, bravo. C'est qu'à tout, mais Rachid dit ça. Ici, j'ai amené au Shulchan Aruch, chapitre 322, Shin Kav Bet, paragraphe 3 du Shulchan Aruch, que même en Chutz La'aretz, on doit prélever la chala pour ne pas oublier comment accomplir le zak. Quand tu viens de Israël, tu fais ton alia, tu viens ici, tu fais la mitzvah. Comment tu l'as fait la mitzvah? Si tu l'as jamais fait, ni toi, ni ta mère, ni ta grand-mère, tu arrives ici, tu vas pas la faire la mitzvah. Donc pour ne pas oublier comment l'accomplir, on te demande, eh bien, de continuer à perpétuer cette mitzvah, même si Kiviyachol en Chutz La'aretz, ça ne s'applique pas, qu'on n'aurait pas dû la faire. À partir, donc là on a vu à Botaï la mesure du prélèvement, la quantité du prélèvement. Combien tu prélèves de chala? C'est quoi la chala? Maintenant, sur combien? Quelle est la quantité de la pâte sur laquelle tu vas opérer à la mitzvah de prélèvement, de la chala? Alors là, on te dit, il faudra prélever à partir du moment où ça arrive au volume de 43,2 bétines, des œufs. 43,2. En correspondance, le Rambam,
Rambam, il était très fort en mathématiques, c'est un Gdol-Olam en plus avec je te dis, ça faisait 520 darham. Darham, c'était la pièce égyptienne. Donc 520 darham. Donc le Rambam, je lui dis, écoute, ça fait 43,2 œufs, le volume de 43,2. Simplement, les œufs de l'époque et notre monnaie, c'est pas la même chose. Ils étaient beaucoup plus grands, beaucoup plus volumineux, mais c'est pas la même chose. Donc comme il a vu que si je te parlais en œuf, tu n'allais rien comprendre. Comme je te parle d'un œuf d'autruche, il y a un œuf de petits oisillons. Vous savez comment ils sont minuscules? Ça veut dire quoi? 43,2 c'est une quantité. On est en train de savoir sur quelle quantité de pâte tu dois prélever la chala. La mesure, c'est quoi la mesure? Les œufs, c'est une mesure? Les mesures, toutes les mesures de la Torah, c'est toujours un volume. Donc, comment on le quantifie? En volume, kazaït, comme un œuf. C'est comme un œuf, c'est le volume d'un œuf. Ou comme une olive, kabetza, kazaït, kagrogeret, tout ça c'est comme on vient et on fait une correspondance au niveau du volume. Mais il y a 43,2, ça veut dire qu'il y a 43 œufs, c'est le volume de 43 œufs. Ouais, 43 œufs, mais là ça fait combien? Comment tu connais pas en œuf? Mais non, c'est pas beaucoup. Mais 43 œufs, c'est rien. Mais c'est énorme. 4 Mais non. Ah non, faut qu'il. Ah! Faut que la pâte. Ah d'accord, ok. Ah ouais, non, si tu fais 43 ans, Ah d'accord, déjà le pain du Shabbat était succulent, mais j'étais limite maisonnote parce qu'il était tellement bon. Ah oui. En général, quand le pain il est trop bon en Bretagne, en général, on arrive presque à maisonnote, faut savoir. Parce que quand on met beaucoup d'œufs, ou beaucoup de margarine, ou beaucoup d'huile. Mais vu qu'on met un repas avec. Ah, c'est lui qui t'a dit qu'on la mette. Il faut lui changer ça, ces cas-là. Vu qu'on fait un repas avec, on peut faire moitié avec. Non, ça c'est pour les Ashkenazim. Pour les Sfaradim, on va selon le goût. Si on ressent le goût de l'huile, de la margarine ou du beurre ou du sucre, alors on fait maisonnote. Même si on fixe un repas dessus. À moins qu'on les commande. Mais comment on fait sentir le goût avant de la manger? Alors on a écrit la Gemara, elle dit brachot, mat emet et natsrabacha. Quand tu goûtes quelque chose, t'as pas le droit de faire la bracha. T'as envie de goûter si le plat est très salé, t'aimes pas le sel, ou bien si c'est très piquant. On a le droit de goûter, du goût de la langue. On a même le droit d'avaler en petite quantité. Tant que tu manges pas un kazaï, t'as le droit de goûter sans bracha. Je peux pas prendre de la challah. Non, d'accord, après la cuisson. Après la cuisson, on goûte. Oui, mais après. Pas la challah même, la challah, on n'a jamais le droit de la manger. Mais la pâte, on va savoir quelle bracha on fait, on goûte la pâte. Donc, regardez la bataille, de quoi il s'agit? 43,2 œufs, donc le Rambam, il a fait la correspondance. Il a fait la correspondance donc en pièces de son époque. D'accord? Il a pris les œufs, les trucs, c'est comme dans les casinos. Tu sais, tu mets comme ça tes pièces, oui ou non? Il a mis toutes tes pièces comme ça devant lui, et il a vu que 43,2, Vidal, ça fait combien? Ça fait 520 darham. 520 pièces, donc égyptiennes. C'est combien de darham, je l'ai déjà dit à l'époque? 9. Avant, en grammes, avant, à l'époque, on était à 3,2. Ils avaient fait des recherches, ils avaient trouvé dans la recherche archéologique que ça faisait 3,2 grammes. D'accord? Donc 520 fois 3,2 grammes, c'est ça que tu calcules. Mais BMT à notre époque, Margoline, vous connaissez Margoline? Oui. Ouais. Lui, il a fait des recherches. Il a trouvé à Oxford, je ne sais plus quelle université qui est connue mondialement, il a retrouvé le vrai darham. Ils ont fait des nouvelles recherches archéologiques. Et le truc, le darham, finalement, c'était 3 grammes. Donc 520 fois 3, ça fait 1560. 1560 grammes, tu dois prélever la challah avec bracha. 1560 grammes. Donc 1,5 kg. Et finalement, tu prends ton paquet de trucs, de farine, plus un demi-paquet, un tout petit peu plus que un tout petit peu, pas beaucoup, 60 grammes, c'est rien. Tu fais la frachat challah avec bracha. Mais comme c'est très fin comme différence, alors fais attention de ne pas prendre moins qu'il y a une quantité, on va dire, charnière, qui est voulite, qui est limite, entre quoi? On te dit que si tu prélèves, si tu fais une pâte avec 1470 grammes, c'est pas une grosse différence, on est d'accord? Donc il y a une différence entre de combien? De 90 grammes, voilà, entre 1470 et 1560. Donc à ce moment-là, tu devras prélever sans bracha. Parce que tu rentres dans un doute, tu rentres dans un safek. C'est clair, ou pas? Donc on a dit à partir de 1560, c'est avec bracha. Entre 1470 et 1560, c'est sans bracha. Moins de 1470, tu fais pas du tout, tu prélèves pas du tout. Ça fait combien? On peut refaire. En paquet, c'est un pile. Hein. On peut refaire. Ah, 1,5 kg. 1,5 kg de farine.
De Ça quoi part de combien pour Déborah, faire 100 bracha? Déborah, c'est pas votre question. Ouais, là, elle est en train de me dicter. C'est de combien? 1560 grammes avec bracha, de 1470 à 1560 sans bracha, À 1400. moins. Quoi? Mais on peut pas savoir, on est à combien? On est à 1,5 kg, 1,5 kg, on peut pas. Non, mais vous avez. Alors, attends, on voit que vous ne travaillez pas avec Thermomix. Alors, Bah, on met je me deux permets de kilos. vous dire. Mais parce On peut qu'on met 2 kilos, absolument ça en va acheter un. brûler. Ah mince, il est fatigué. Oula. Non, parce qu'entre 1,460 kg ou 1,5 kg, Voilà. on voit pas la différence. Bah si, ça va. Il y a que Anna, tu vas pas faire une balance chaque fois que tu fais du pain. Bah si. Maintenant, tu fais 2 kilos, ça va Je plus. sais pas. Ah, voilà. Mais tu fais C'est pour ça que je vois toujours 2 kilos. 1470. 1560, c'est pas grave. Imaginez-vous. D'accord? Donc là, c'est avec bracha. Imaginez. Là, c'est sans, là, c'est pas du tout. Et là, c'est sans bracha. D'accord? Donc là, c'est bli. Voilà. C'est pas, vous voyez pas, vous avez compris l'idée. Bon, oui, plutôt, il faut en acheter deux. Entre les deux, c'est sans bracha. Exactement. Non, après, on ne prélève pas du tout. Si vous faites 1 kg 200 grammes, là, hier, vous avez mangé les petits, pas les petits fours, les tablettes, non, les fondants de Madame Lauria. Oui. Elle a prélevé la challah pas avec sur ça. Maintenant, il n'y avait pas assez de pommes. Elle a mis 3 cuillères de farine. Ah, mais c'est faire un C'est pas de gâteau. la pâte, c'est un gâteau. C'est la même chose. Un fondant. On ne devrait plus que ça, fondant. Si je mettais 1,62 kg de truc, ouais. Mais pas du tout. Mais c'est impossible. Les crêpes, on fait la bras, on fait un truc ou pas? non, mais elle est liquide. À partir du moment où ça devient consistant. À un moment ou à un autre, ça devient consistant. Chaque plat à bouteille dans lequel on met de la farine, il faut faire la bracha. Quand vous avez 1,5 kg de farine. Bah oui. Mais elle est C'est liquide. pour ça que je vous dis, si vous arrivez à faire des fondants à 1,60 kg, à mon avis, ce ne sera pas des très grands fondants. D'accord? Mais si vous arrivez à le faire. C'est 1 kg de farine qu'il faut ou 1 kg? Et dans ce cas, est-ce que la louche utilisée pour cette chose liquide, elle disparaît? Quoi? C'est comme si elle était en contact avec du tarek, si on prend la louche, même si on l'a pas mis à chaud, mais c'est toujours il faut la laver. Pourquoi? Bah la louche qu'on utilise pour prélever le truc, puisque du coup c'est plus une pâte, donc on peut pas. Non. C'est à partir du moment où j'ai une pâte qui est méchouillée, bon, je vais arriver tout de suite. Je vous donne la réponse et je vous donne deux réponses. D'ailleurs, ça va être en même temps, je vous redonne. Vous allez comprendre pourquoi c'est permis. Oui. Il y a écrit quoi? C'est 1560? 10. Oui. 1560. Et 1560 avec bracha, 1470. Pas du tout, et entre les deux, sans bracha. Mais c'est 1500. C'est le domaine de doute, vous avez compris? C'est En un. gros, à partir de 1560, on fait une bracha et pas en dessous. Bah, bien sûr, mais est-ce qu'à 1 kg on prélève ou Non, pas? 1,5 kg. Ah, on prélève sans bracha. Mais non, c'est juste. Ah, à partir de 1,60 kg. À partir de 1 kg 470, Vous prélevez sans bracha. voilà, et moins que ça, on prélève pas du tout. On prélève pas du tout. Donc hier, dans l'exemple du fondant, pas besoin de prélever, même s'il y a mis de la farine, on ne prélève pas. J'ai compris. C'est que quand on arrive à une limite qui s'approche du chiot, de la mesure qu'on désire atteindre. Donc on a dit à Botaï. Pour les Ashkenazim, en Botaï, le domaine de. Comment ça s'appelle au milieu là? Le domaine de doute là, Ouais. celui-là là. Hein? C'est sans bracha là, comment ça s'appelle? Le domaine de doute, le domaine de. Le doute, ok. C'était le mot là en maths là. Le domaine de Celui-là du milieu, mais qui te sauve, ouais. Et bien lui, pour les Ashkenazim, il est plus grand. Pourquoi? Parce que pour les Ashkenazim, si tu fais une pâte, à partir de 1 kg 250, à partir de 1250 grammes, tu dois déjà prélever sans bracha. Et quand est-ce que les Ashkenazim font la bracha? À partir de 1 kg 660. Pourquoi? C'est quoi la différence? Pourquoi nous c'est 1 kg 560 et les Ashkenazim c'est 1 kg 660? Non, parce que les Ashkenazim, on a dit tout à l'heure 520 darham fois 3.2. Nous on fait 0.3 et les Ashkenazim, le Khazanish il dit fois 3.2. Donc faites 520 fois 3.2 sur vos téléphones super soniques. Ok, ça fait 1660. Voilà, on fait 1650. C'est 1200 quoi? Entre 1250 et 1660. C'est clair, vous avez compris? C'est clair pour tout le monde ou j'ai pas été clair? Ah ouais. C'est clair ou pas? Ou je répète? Mais c'est la même pièce. Voilà, Je répète? Oui. Et s'il a fait. On l'a dit, pour les Sfaradim, jusqu'à 1 kg 470, tu fais pas du tout de prélèvement de challah. À partir de 1 kg 470 jusqu'à 1 kg 560, tu fais sans bracha. À partir de 1 kg 560, tu le fais avec bracha. Pour les Ashkenazim.